Donc pour cette deuxième discussion, on a souhaité inviter Didier Debèze, donc qui est philosophe, chercheur au Fonds national de la recherche scientifique et donc professeur de philosophie contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. Ses recherches portent principalement sur les formes actuelles de la philosophie spéculative, sur les théories de l'événement et sur les relations entre le pragmatisme et la philosophie française. Il a consacré plusieurs travaux sur la pensée de Whitehead. Elle a publié de nombreux ouvrages là-dessus, donc notamment un empirisme spéculatif, et plus récemment aussi l'appât des possibles. Dans les échanges que nous avons eus avec Didier Debèze pour préparer cette discussion, Didier a souhaité centrer sa présentation sur la dimension pragmatiste de la notion d'expérience. Et donc, personnellement, je le remercie vraiment pour ça. Au GERFO, je pense que tout le monde le sait, nos origines sont principalement phénoménologiques, sont un peu nos références qui a construit le laboratoire. Et en organisant cette rencontre au tournant de l'expérience, pour nous, c'était aussi tenir le pari de cette rencontre entre phénoménologie et pragmatisme, tenter les rapprochements, les confrontations. Et donc c'est dans cette logique aussi qu'on a souhaité que Stéphane Bonzani soit discutant pour la présentation de Didier Debèze. Donc Stéphane, il est architecte, il a une thèse en philosophie, il est professeur d'architecture à l'école spéciale d'architecture de Paris et à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Et il est aussi co-directeur du laboratoire GERFO. Donc voilà, une discussion. Et donc, on va d'abord laisser la parole à Didier Debèze. Tout d'abord, un très grand merci pour cette invitation, pour l'organisation, etc. Tout a été vraiment très facile, et pour les discussions et pour m'avoir obligé à travailler sur quelque chose que j'avais travaillé à une époque et que je voulais toujours réactualiser. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire, donc là ça m'a poussé à le faire, avec le sentiment, et je préfère le partager directement, enfin vous l'exprimer, d'être en position, sans doute un petit peu comme François Julien tout à l'heure, de totale imposture, puisque je n'ai de rapport à l'architecture que comme amateur et absolument pas comme connaisseur ou expert. Donc je vais plutôt vous parler de ce qui m'apparaît à moi comme un changement dans le concept d'expérience dans la philosophie contemporaine, et j'attends avec impatience la discussion aussi pour sentir en quoi ce changement que nous opérons dans la philosophie aujourd'hui peut se rapprocher de quelque chose qui irait dans le cadre d'une transformation aussi des concepts d'expérience en architecture. Alors moi, je vais partir d'un constat, c'est une phrase étrange, assez énigmatique, émise par un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et dont je ne vais pas trop vous parler, en tout cas dans ma présentation, qui est Whitehead, philosophe mathématicien du début du siècle, du début du XXe siècle, et qui écrit dans un livre cette phrase, donc assez étrange et énigmatique. Le concept d'expérience serait l'un des plus décevants de la pensée moderne. Alors, je suis très content de suivre l'exposé de François Julien, puisque j'ai l'impression que les philosophes invités ici vont sans cesse dire à quel point ils sont si mal à l'aise avec le concept d'expérience. Donc, l'un des plus décevants de la pensée moderne. Le constat était d'autant plus surprenant qu'il venait d'un philosophe, donc Whitehead, qui n'a cessé de penser l'expérience empiriste, qui n'a cessé d'en appeler à l'expérience. On aurait pu l'attendre évidemment d'un philosophe transcendantal, d'un phénoménologue, de kantien, etc. Mais là, ça venait de quelqu'un qui voulait réintroduire la pensée empiriste dans le champ de la philosophie. Alors, que reproche-t-il au concept d'expérience? Et quelles seraient aujourd'hui les limites que nous pourrions poser au concept d'expérience? On pourrait dire trop anthropologique, trop humain. Il n'aurait jamais acquis toute l'amplitude attendue. Réduit à des facultés particulières, perception, imagination, intention, il n'aurait fait qu'amplifier la bifurcation, ce que j'appellerais à la suite de Whitehead la bifurcation de la nature, entre ce qui relèverait des choses, objets d'expérience, et des agents majoritairement humains qui s'y rapporteraient selon différentes modalités. Pourtant,
tout a changé dans notre expérience contemporaine. Que reste-t-il en effet des oppositions sur lesquelles se constituait le concept d'expérience? Comment pourrions-nous, dans les situations de désordre écologique, maintenir la différence que les modernes cherchaient à tout prix à imposer entre l'ordre du réel et celui des représentations, entre l'ordre naturel des choses, plus ou moins passives, et les formes intentionnelles des sujets? Les valeurs, les oppositions politiques, l'esthétique, ne se sont-ils pas considérablement déplacés pour s'installer à l'intérieur même de l'écologie? En un mot, qui maintiendrait encore aujourd'hui l'opposition des sujets principalement humains et d'une nature qui serait dépourvue de toutes les qualités subjectives? La situation a certainement considérablement changé dans les faits, et cependant le concept d'expérience dont nous héritons semble présupposer et porter avec lui toutes les oppositions qui définissaient les modernes. Faits et valeurs, support et intention, réalité et représentation, matière et perception, naturel et construit. Tout se passe comme si le concept d'expérience portait avec lui les gestes constitutifs de l'expérience moderne, ces gestes de différenciation et de disqualification, et ne pouvait s'en dégager qu'au prix, dans le meilleur des cas, d'innombrables efforts et détournements. La proposition que je voudrais faire ici est de reprendre toutes les qualités opposées de la pensée moderne et de les placer à l'intérieur même de l'expérience. Donc, essayer de redonner ses droits à un nouveau concept d'expérience dégagé de la bifurcation et de l'opposition qui établissaient les modernes. Que se passerait-il si, au lieu de distinguer des sujets et des objets, en établissant leurs qualités respectives, nous faisions du concept d'expérience un concept premier, préalable à toutes les distinctions et à toutes les différenciations? Est-ce que cela aurait un sens, par exemple, de poser la question de l'expérience des choses, des situations, des moments, des activités vitales? Poser ces questions non pas du point de vue de celui qui est supposé en faire l'expérience, mais de les traiter en eux-mêmes comme des sujets d'expérience. Cela étendrait considérablement l'espace d'application du concept d'expérience, puisqu'il recouvrerait alors des réalités aussi différentes qu'une perception visuelle, un moment dans la vie d'un homme, l'action d'un animal aux aguets, et pourquoi pas alors aussi une situation, un événement ou un objet matériel. J'appellerais à la suite des pragmatistes pan-expérientialisme une telle vision de l'expérience. La maxime générale dont elle dériverait peut être formulée de la manière suivante: traiter toute chose comme un foyer d'expérience, c'est-à-dire un sujet d'expérience. C'est sans doute la condition requise pour dégager aujourd'hui le concept d'expérience de tous les présupposés issus des gestes modernes et qui semblaient inéluctablement l'accompagner. Comment pourrions-nous lui donner une telle extension? J'aimerais revenir sur, justement, un mouvement philosophique, le pragmatisme, et voir dans quelle mesure il nous donne aujourd'hui des ressources associées à des axes de la pensée spéculative, principalement Whitehead, qui en est l'héritier, parce qu'il posait justement les conditions de renouvellement du concept d'expérience. Et qu'il me semble très utile de le reprendre aujourd'hui dans le cadre des transformations écologiques contemporaines. Alors on retient généralement du pragmatisme l'invention d'une nouvelle méthode permettant d'évaluer les idées par leurs effets, la mise en place d'une théorie de la vérité, ou encore l'introduction d'une pensée expérimentale qui va de la psychologie aux sciences sociales en passant par l'écologie urbaine. Je pense ici aux travaux de l'école de Chicago. S'il est vrai que ce sont des axes centraux du pragmatisme, ils trouvent cependant leur nécessité ailleurs, dans une articulation
dans une ambition qui les articule tous, à savoir cette nouvelle pensée de l'expérience. Cette pensée, on la trouve dans sa formule la plus ramassée, réduite à son minimum, chez John Dewey. Il serait bien évidemment absurde de faire de Dewey l'origine de cette nécessité, tant elle traverse, comme je voudrais le montrer, déjà les premiers textes fondateurs du pragmatisme, c'est-à-dire les textes de Peirce et de James. Mais il l'exprime de la manière la plus synthétique. C'est dans son livre « L'art comme expérience » que nous la trouvons. Je vous la cite. « Toute expérience est le résultat d'une interaction d'un vivant et de son milieu. » Toute expérience est le résultat d'une interaction d'un vivant et de son milieu. Dewey n'en dira pas plus, pas beaucoup plus. Et pourtant, la proposition a un effet radical. Tout d'abord, elle est remarquable par l'opposition qu'elle introduit avec l'empirisme classique et avec lui, et à travers lui, à une dimension fondamentale du concept moderne de l'expérience, qui me semble relever d'ailleurs ou se rapporter assez fortement à la critique qu'a fait François Julien tout à l'heure. Ce que les empiristes, selon Dewey, appellent expérience, n'est le plus souvent qu'une observation désengagée de la nature, entièrement tournée vers la connaissance. Les empiristes donnent l'impression que l'entendement, dont ils décrivent le mode d'existence, n'est intéressé que par la connaissance, et qu'il n'a, avec les réalités qu'il décrit, que des rapports d'observation. Leur vision de la nature est celle d'un spectacle, maintenu par un rapport constant entre des données et les facultés qui les synthétisent. Il semble avoir oublié que les facultés étaient des prolongements d'actions vitales, qu'elles fonctionnent moins en vue d'une connaissance possible que d'une action en train de se faire. Une action située dans un ensemble d'interactions avec d'autres parties de la nature. C'est ensuite, comme la conséquence même de l'opposition à l'empirisme, ce que produit la proposition de Dewey, l'ouverture d'un champ inédit d'investigation et d'enquête, en dégageant le concept d'expérience du modèle de la conscience ou de l'action intentionnelle. Les perceptions visuelles, tactiles ou auditives, les tonalités affectives, telles que le sens du danger ou les expressions esthétiques, dont les parures animales et les postures, les formes de la prédation et de la nutrition qui régissent le règne animal et végétal, tout ce nouvel univers qui devient enquête empiriste. Enfin, la proposition de Dewey, dans son immédiateté, a un dernier effet, celui de mettre l'accent non pas sur le vivant en tant que tel, comme s'il était la source univoque de l'expérience, une sorte de foyer projectif sur l'expérience, sur le milieu. Il ne met pas non plus l'accent sur le milieu qui en conditionnerait l'expérience, l'expression, mais sur l'interaction elle-même. Il n'y a de primauté ni du vivant, qui serait comme un faisceau de qualités projectives ou expressives, sur un milieu amorphe, ni du milieu lui-même, qui deviendrait le lieu de tous les conditionnements. Ce point est très important, puisqu'il rend absurde toute enquête sur les modalités de l'expérience individuelle, qui serait dans la pensée de Dewey une sorte d'oxymore. Expérience individuelle, c'est simplement un oxymore. Mais où John Dewey, et avec lui tout l'empirisme, tire-t-il cette idée d'une expérience relationnelle infra-humaine? Comment les pragmatistes en sont-ils arrivés à déployer l'expérience des formes les plus basiques de la vie animale aux formes élaborées de la représentation? D'où tirent-ils leurs outils? C'est avant tout, et là je me porterai peut-être un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que disait François Julien sur le concept d'expérience et le rapport à l'expérimentation, c'est avant tout dans les sciences expérimentales qu'ils en trouvent les éléments centraux, et dans ces lieux particuliers qui les fascinent, à savoir les laboratoires. Lorsqu'on demande d'où vient l'idée du pragmatisme et l'étrange conception qu'ils se font de l'expérience, la réponse des pragmatistes est invariablement la même. Tous les physiciens et tous les chimistes, et en bref, tous les spécialistes dans tous les domaines de la science expérimentale,
ont eu leur esprit formé par leur vie dans les laboratoires à un point que l'on soupçonne peu. C'est la figure de l'expérimentateur auquel il s'intéresse. Et cette figure-là, étrangement, elle n'avait pas été intégrée dans la philosophie moderne à sa juste mesure. C'est la figure de l'expérimentateur dont il trace parfois le portrait. Sa disposition à cet expérimentateur, et je pense que ça a beaucoup d'implications, peut-être aussi dans le domaine de l'architecture, on en reparlera, sa disposition est de penser toute chose exactement comme toute chose est pensée en laboratoire, c'est-à-dire comme une question d'expérimentation. Le pragmatisme tente d'introduire en philosophie la méthode expérimentale, mais une vraie méthode expérimentale, celle qui s'intéresse aux effets des actions plutôt qu'à l'essence des choses. C'est une obsession constante. Des lois de la nature aux sciences sociales, en passant par l'écologie urbaine ou la psychologie, le pragmatisme entend déployer dans tous les domaines de l'expérience l'attitude des sciences expérimentales. Pourquoi cet intérêt pour les laboratoires et cette volonté d'en faire le lieu de toute investigation sur l'expérience? Car dans l'expérimentation telle que la voient les pragmatistes, la nature des choses est déplacée vers leurs effets. La qualité d'une idée, d'une perception, d'une émotion subjective, d'un objet matériel ne doit pas être recherchée dans sa nature ou dans son essence supposée, mais dans ses effets sur d'autres perceptions, sur d'autres émotions, sur un flux général d'expériences qui y sont associées. Expérimenter, c'est produire au maximum cet art des mises en relation en vue de dégager les effets d'une chose. Il s'agit d'intervertir le cours habituel de l'expérience, qui nous fait aller des choses vers leurs conséquences pour, au contraire, suivre les effets et en induire la qualité intrinsèque de la chose. Comme le dira James lui-même, la méthode pragmatique consiste à entreprendre d'interpréter chaque conception d'après ses conséquences pratiques. Mais ce ne sont pas que des conceptions qui sont en jeu, c'est la réalité même des choses et de l'expérience, et on pourrait dire même de toute ontologie. Tout un art des conséquences. Le pragmatisme tente donc d'introduire l'expérimentation en philosophie et d'en faire un mode généralisé du rapport à l'expérience. Cependant, et ce point est très important pour comprendre la proposition de Dewey et son actualité, les sciences expérimentales qui fascinent les pragmatistes ne sont pas les sciences physico-mathématiques, auxquelles rendaient continuellement hommage les empiristes classiques, mais des sciences d'un genre nouveau, et qui ont trouvé aujourd'hui toute leur importance, alors qu'elles étaient encore dans leur état germinal ou minoritaire. L'écologie, inventée par Haeckel en 1866, l'éthologie, inventée en 1854 par Geoffroy Saint-Hilaire, en partie la médecine expérimentale de Claude Bernard, et puis une sorte d'influence sourde qu'on ne liera pas évidemment aux sciences expérimentales, c'est l'influence des théories évolutionnistes, principalement Darwin. C'est sur la base de cette multiplicité de savoirs qui se mettent en place entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe siècle que les pragmatistes vont construire ce nouveau concept d'expérience et en faire les bases de ce qu'ils ne nomment pas encore tout à fait le panexpérientialisme. Sur ce point-là, ils s'associent à des constats qui sont faits par Bergson, qui sont faits par Whitehead plus tard, qui est que nous n'avons toujours pas commencé à penser l'événement Darwin en philosophie. Si l'on devait exprimer le plus schématiquement la transformation du concept d'expérience qui se produit entre l'empirisme et le pragmatisme, entre la conception moderne de l'expérience et sa formation contemporaine encore à construire, on pourra dire qu'elle passe, en gros, de Newton à Darwin. À l'idée d'une nature matérielle, dont chaque partie serait vidée de ses qualités esthétiques, expressives, axiologiques, et dont les humains feraient l'expérience en y projetant leurs propres valeurs,
ils vont substituer une nature constituée d'une myriade d'interactions vitales, chacune étant un foyer d'expérience à proprement parler. James l'évoque de la manière la plus intuitive et la plus directe. Et pour moi, c'est quasiment, ces phrases sont presque le début d'un manifeste pour ce que j'ai le titre ici d'un univers pluraliste. Ce serait un univers fait de vies personnelles, qui peuvent être de niveaux de complexité différents, je cite James, aussi bien supra-humaines ou infra-humaines qu'humaines, se connaissant les unes les autres par différents modes, évoluant et changeant véritablement par leurs efforts et leurs essais, et fabriquant le monde par leurs interactions et leurs succès cumulés. Il n'y a que des vies personnelles, que des centres subjectifs d'expérience. On ne pouvait mieux rendre compte du panexpérientialisme qui caractérise la vision pragmatiste. L'univers est constitué de centres d'expérience qui sont autant de sujets, humains et non humains, physiques, biologiques, psychiques, en variation constante et qui, par leurs interactions, forment les différents ordres de la nature. Là, je rejoindrai un élément dont parle Bruno, notamment, je pense que c'est une constance dans son travail, mais il en parle encore avec plus de force dans Face à Gaïa, la remarque de Bruno Latour selon laquelle il faudrait peut-être abandonner le concept de nature tel que nous le posons usuellement. Il n'y a pas de support antérieur, de réalité sous-jacente, une nature déjà là, qui serait diversement éprouvée selon les perspectives propres à chacun. On dira, au-delà des centres d'expérience, il n'y a rien. Ou pour reprendre une phrase de Whitehead, à part l'expérience des sujets, il n'y a rien, 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 rien que le rien. Pour y arriver, les pragmatistes vont introduire ces sciences du vivant et leur modèle expérimental à tous les niveaux de la réalité. Dans un premier temps, c'est la physique et les lois de la nature qui vont être pensées sous un modèle évolutionniste. Ainsi, le premier grand pragmatiste, père fondateur du pragmatisme, n'hésite pas à affirmer que la philosophie exige un évolutionnisme total ou pas d'évolutionnisme du tout. Et je le cite, « La seule façon possible de rendre compte des lois de la nature et de l'uniformité en général est de supposer qu'elles sont le résultat de l'évolution. Cela suppose que les lois ne sont pas absolues ni infaillibles. Cela constitue un élément d'indétermination, de spontanéité ou de hasard absolu dans la nature. Ainsi, la nature ne serait plus, comme dans la conception classique, un système spatial et homogène qui se découperait en une pluralité de domaines, physiques et biologiques, que viendraient occuper des êtres tout faits. Elle est le résultat ou l'effet d'une multiplicité de genèses ou de processus. De nouvelles existences surgissent continuellement qui viennent s'ajouter à d'anciennes et qui, avec elles, composent par l'ensemble de leurs relations réciproques une nature commune. Ce qui est premier, ce n'est pas la nature en général, mais une multiplicité d'évolutions singulières qui se lient, s'assemblent, se connectent les unes aux autres et parfois se séparent, bifurquent et donnent naissance à des lignes d'évolution divergentes. Cette vision bigarrée de la nature était déjà présente chez Darwin, comme l'a montré notamment Horst Bredekam dans son livre « Les coraux de Darwin ». Si l'on peut parler d'un spontanéisme de Peirce, celui-ci ne s'identifie nullement à un hasard absolu ou un chaos de formes qui se succéderait indéfiniment. Peirce parle bien de loi de la nature et d'uniformité. Chaque nouvel être doit négocier sa survie avec ceux qui coexistent avec lui et forment son milieu. La spontanéité est dès lors canalisée par l'environnement dans lequel un nouvel être s'insère et qu'il ne peut ignorer. C'est un évolutionnisme sans cause finale, sans évolution à proprement parler, sans trajectoire continue, un évolutionnisme fait de hasard et de variation. L'homme n'en est ni l'achèvement ni le modèle. Il est un événement qui prend place à l'intersection d'un ensemble de séries de variations et de sélections,
similaires à celles qui ont donné naissance à telle plante ou à tel animal. Ce que nous appelons loi de la nature ou système de la nature serait alors cet enchevêtrement de systèmes complexes d'interaction entre des individus négociant leur propre survie. C'est pourquoi, en posant cette spontanéité pure, où la vie, comme étant un caractère de l'univers agissant partout et toujours, Peirce pense avoir les moyens d'une interprétation de toute la variété et de toute la diversité de l'univers. Je le cite. Puisqu'il peut à la fois rendre compte de la nouveauté et de la continuité de la nature, de l'originalité et de la régularité. C'est peut-être le premier grand cercle d'application que produisent les pragmatistes du concept d'expérience. Les lois de la nature, le monde physique et les théories, et c'est beaucoup plus étrange, et les théories elles-mêmes sont issues de processus évolutifs, résultant d'innombrables interactions entre des agents physiques, matériels et biologiques qui sont chacun des centres d'expérience. Ensuite, c'est à l'intérieur de la psychologie, des émotions, des facultés, que les pragmatistes vont étendre les formes de l'expérimentation et introduire l'idée de ce qu'on pourrait déjà appeler une écologie des processus mentaux. C'est James dans Principles of Psychology qui va établir ce deuxième vaste élargissement du champ du concept d'expérience. Le sujet humain, psychologique, loin d'être la source de l'expérience, sa forme consciente et intentionnelle devient la résultante d'une myriade d'activités sous-jacentes, émotions, affects, actions réflexes, gouttes d'expérience, qui sont chacun des foyers d'expérience. Partant comme Peirce des théories évolutionnistes, James écrit que le système nerveux, comme tous les organes, évolue des ancêtres aux descendants. Et les émotions sont comparables aux espèces chez Darwin. Le problème avec les émotions, écrit James, en psychologie, est qu'elles sont trop souvent considérées comme des choses absolument individuelles. Aussi longtemps qu'elles seront considérées comme des entités psychiques, éternelles et sacrées, comme l'étaient les espèces immuables en histoire naturelle, il ne sera possible que de cataloguer respectueusement leurs caractéristiques, fonctions et effets séparément. Mais si nous les regardons comme les produits de causes plus générales, comme les espèces sont maintenant considérées comme les produits de l'hérédité de la variation, la simple distinction et catégorisation devient d'une importance subsidiaire. La psychologie s'ouvre alors à un univers inédit, en quelque sorte dépsychologisé. L'appartenance subjective n'est plus qu'un effet. Les émotions ont leur histoire naturelle, faite de variations et de milieux. Les organes de la perception ne sont plus liés à un centre spécifique. Ils possèdent leur propre évolution et leur forme d'expérience. Ce que les sciences du vivant faisaient au niveau de la vie organique pourrait être à présent transféré à toutes les modalités de l'existence psychologique, de la formation des organes aux émotions, en passant par les idées et les représentations. Nous y retrouvons la même idée que l'expérience est affaire d'interaction entre des vivants, infra-humains et des milieux. Enfin, troisième grand axe d'élargissement de la zone d'application du concept d'expérience, John Dewey le déploie au niveau des organisations sociales et des comportements collectifs. La frontière entre l'organisation physique, biologique et sociale n'a aucune raison d'être maintenue. À la manière de Tartt, Dewey n'hésitera pas à affirmer que tout est société, que toute réalité que nous aurions tendance à concevoir comme simple et unifiée est en fait un équilibre entre des actions, chacune porteuse d'une expérience particulière, chacune liée à une interprétation que nous pourrions concevoir sous les modèles écologiques. Assemblée d'électrons, dit Dewey, groupe d'arbres dans les forêts, essaims d'insectes, troupeaux de moutons, constellations d'étoiles. Ces expériences vont et vivent ensemble, et la difficulté que nous éprouvons à les penser
provient de notre habitude à vouloir distinguer l'individuel et le collectif. Une plante se maintient en vie par sa préhension des rayons du soleil et par les ressources du sol qui semblent étendre son existence de proche en proche à l'ensemble de l'univers et la font communiquer avec toute chose. Il en va de même pour un animal ou une cellule. Ils n'existent que par des interactions qui les prolongent au-delà des apparentes frontières de leur corps. L'expérience va à l'infini dans les parties qui les composent et dans ses ramifications qui la lient à toutes les autres. Je cite Dewey, « L'action conjointe, combinée en association, est un trait universel du comportement des choses. » On inverse artificiellement les choses lorsque l'on demande comment les individus en viennent à être associés. Car ils existent d'abord et fonctionnent en association. Ils n'existent que comme un faisceau d'actions portées les uns sur les autres. Et cette action collective, comme nous l'avons dit, n'est nullement en opposition à l'idée d'une individualité des parties de l'expérience. Dewey dira aussi « L'histoire d'une cellule ou de la cellule d'un animal est conditionnée par sa connexion avec ce que d'autres cellules font. Les électrons, les atomes et les molécules illustrent l'omniprésence du comportement collectif. Du monde physique aux organisations sociales, en passant par la psychologie, le pragmatisme déploie donc une pensée de l'expérience comme résultante d'une interaction d'un vivant et de son milieu physique, cellulaire, organique, institutionnel et collectif. Aucun régime d'expérience n'a de privilège sur les autres. Et le pragmatisme se présente alors comme une vaste enquête sur la pluralité des formes de l'expérience. C'est cette enquête qui me paraît aujourd'hui retrouver toute son actualité, car elle est une des conditions pour penser ce que James appelle un univers pluraliste qui marque sans doute notre situation contemporaine. Voilà, je vous remercie. Est-ce que ça marche ? Oui. Bon, merci beaucoup Didier Debesse donc, pour cette stimulante et dense conférence. Merci également, puisque en préparant cet échange, j'ai lu votre ouvrage « L'appât des possibles » que j'ai avec moi. Et que donc j'ai également beaucoup apprécié. Je vais vous poser des questions donc suite à votre intervention, mais également qui font référence à ce livre qui est sous-titré « Reprise de Whitehead ». Et donc, nous avons encore une demi-heure, je pense, donc je vais essayer de vous poser quelques questions assez rapidement, et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange avec la salle. Donc, depuis hier matin, donc on a commencé ce colloque, et est revenu assez régulièrement l'idée de reprise. Chris Younes en a parlé hier en faisant référence à ce texte de Kierkegaard, et puis ça a été également traité, je crois que François Guéry en a parlé, et tout à l'heure dans l'échange avec François Julien, donc Pierre Janin a également évoqué cette idée de la reprise. Alors vous, c'est le sous-titre de votre livre, « L'appât des possibles, reprise de Whitehead ». Donc je me suis demandé en fait ce que ça signifiait pour vous de reprendre Whitehead, de reprendre un penseur qui a pensé il y a, disons, petite centaine d'années, enfin entre 50 et 100 ans, et qui, et à travers cette question de la reprise, peut-être nous éclairer aussi, revenir sur ce qui serait la nécessité, en fait, ce qui fonderait la nécessité de la reprise d'une telle philosophie pour penser notre monde contemporain, à partir du moment où cette pensée, elle a émergé dans un tout autre contexte. Donc voilà, ce serait ma première question. Est-ce que ça marche, oui. Donc, merci.
Le sous-titre « Reprise de Whitehead », c'était pour marquer le rapport que je voulais établir avec Whitehead, qui était de l'interroger à partir d'un fond rétrospectif qui est aujourd'hui notre situation. Au-delà de ça, je pense que ça pose la question de la reprise d'une série de philosophies, comme le pragmatisme, qui était très fort déconsidéré en France, Whitehead, qui était respecté comme mathématicien, philosophe des sciences, qui avait travaillé avec Russell, qui avait écrit les Principia Mathematica, donc il bénéficiait d'une certaine réputation. Et puis il a écrit son livre majeur, Procès et réalité. Il y a je le dis de temps en temps, il y a une très belle note de Borges dans son journal, où il dit « Pour comprendre le monde contemporain, il faudrait comprendre Whitehead. Malheureusement, personne ne comprend Whitehead. » Et donc Whitehead a eu à partir de ce moment-là cette réputation d'être un philosophe qu'il fallait explorer, mais on n'en avait absolument pas les moyens, les possibilités, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est un peu décanté, qui a fait que le retour est beaucoup plus simple. Et quand il a écrit Procès et réalité, Bertrand Russell, la première réaction de son ancien ami, collègue, élève, etc., a été « Whitehead est devenu fou ». C'était une manière de caractériser le travail. Je pense que, étant donné une situation de transformation dans la philosophie contemporaine, vous avez parlé de la phénoménologie se renouvelle, mais elle a eu une période de forte crise. Les transformations dans la philosophie contemporaine ont fait que l'idée que moi, je schématiserais ça de la manière suivante. La bifurcation moderne de la nature avait produit une distribution des compétences. Les sciences travaillent sur la nature exacte. Il peut y avoir en philosophie de l'épistémologie, il peut y avoir de l'anthropologie et de l'esthétique, mais ou de la philosophie politique, mais à la condition qu'elle n'interroge pas les modes de constitution des entités que traite la physique et dont l'épistémologie recueille en quelque sorte les effets. La bifurcation de la nature, ça n'a pas juste été l'invention d'une opposition, ça a été aussi une distribution des facultés, des compétences, des disciplines, etc. Et pendant très longtemps, faire de la philosophie, c'était soit de faire de l'esthétique, soit de faire de la philosophie politique, soit faire de l'épistémologie, soit de faire de l'anthropologie, c'est-à-dire s'intéresser à l'expérience vécue, etc. Mais les choses du réel, les choses, étaient laissées soit à l'épistémologie, simplement dans les conditions de validité du discours scientifique, soit dans une espèce de confiance naïve et dont on aurait du mal à retracer complètement l'origine, tellement elle nous paraît aujourd'hui absurde, que ce seraient les sciences uniquement qui y auraient accès. Et donc on a été dans ce rapport-là. Les frontières ont été complètement métamorphosées, les hybridations se sont produites, etc. Le modèle n'est plus tenable, et une fois que ce modèle n'est plus tenable, eh bien il y a un intérêt. Et pour moi, c'est très important, il y a un intérêt à redécouvrir ce qui, dans notre tradition, dans notre histoire de la métaphysique, de la philosophie, ont été des tentatives minoritaires à leur époque, comme l'a été le pragmatisme dans sa réception continentale, même s'il était très important aux États-Unis, comme l'a été Whitehead, comme l'ont été des philosophes comme Tarde, ou des métaphysiciens, comme plus récemment, j'ai entendu tout à l'heure une question sur Bruyère, comme l'a été Bruyère pendant tout un temps. C'est pas anodin que nous revenions sur ces ensembles de figures un peu oubliées, de ces métaphysiques un petit peu, ou de dimensions de philosophie qui étaient majeures, comme le pragmatisme, et où on va chercher quelque chose qui était peut-être un peu différent. Peut-être pas simplement le concept de vérité, mais le panexpérientialisme. Et pourquoi pas le panpsychisme, parce qu'il y a aussi des travaux sur le panpsychisme liés au pragmatisme. Et donc, parce que je pense que la situation aujourd'hui nous met dans ces hybridations de foyers où l'esthétique n'est pas simplement les modes de la réception de quelque chose qui nous serait extérieur, ne pose plus ces questions-là, que ces qualités se sont placées au niveau de la nature elle-même ou au niveau des choses elles-mêmes, et qu'il nous faut des manières, des outils pour les penser. On peut aller voir dans d'autres traditions, on peut aussi voir ce qui, dans notre tradition, a été recouvert à certains moments, des tentatives. Et moi, je m'intéresse principalement à ces tentatives métaphysiques, parce que c'est des tentatives de réarticulation qui se sont opérées à cette époque, peut-être pour d'autres nécessités,
Mais je crois que la convergence avec la situation dans laquelle on est, c'est qu'elle sentait que nous étions héritiers d'une bifurcation qui, à terme, était relativement intenable, parce qu'elle biaisait toutes les questions. Donc voilà pourquoi je dirais repris, c'est-à-dire, ça c'est un élément, je pourrais juste encore ajouter quelque chose, je pense que le geste moderne, et on le retrouve très fort aujourd'hui d'ailleurs dans certaines figures de la philosophie, où on voit des figures qui en une fois apparaissent comme ça, des philosophes qui viennent avec leur ontologie, leur métaphysique. J'étais dans des débats comme ça où quelqu'un me disait « Oui, mais moi dans mon ontologie ». Je dis, excusez-moi, ça ne veut rien dire, mon ontologie. C'est soit de l'ontologie, soit c'est vous. Mais ça ne peut pas être la même chose. C'est quelqu'un qui dirait, moi, dans mon réel. On dit, bah oui, c'est vrai, vous avez peut-être votre réel, mais il y a des experts pour traiter ces problèmes. Donc, il me disait, moi, mon ontologie. Je me dis, mais c'est insultant. C'est insultant pour lui, déjà, mais c'est aussi insultant pour l'ontologie. Ça me rappelait Hegel qui donnait un cours de philosophie, un étudiant qui était venu, qui avait traversé toute l'Allemagne et qui vient s'adresser à Hegel et qui dit, voilà, je suis venu parce que je voulais vous entendre parler de votre philosophie. Et Hegel s'est mis en colère et a dit, mais monsieur, je n'enseigne pas ma philosophie, j'enseigne la philosophie. Alors, je ne dis pas qu'on est encore dans ce geste-là, mais dire mon ontologie, c'est de nouveau un oxymore, et qui est le geste qui s'apparente pour moi à un geste ultramoderniste. C'est le geste des modernes de « je recrée de toutes pièces un système, une construction, un modèle ». Et c'est fascinant parce qu'on a été formés pour apprécier ces gestes-là, mais c'est les gestes, s'ils nous sont si impressionnants, c'est parce que c'est les gestes dont nous avons hérité des gestes constitutifs des modernes. Et donc nous ne sommes pas fascinés par eux, nous sommes fascinés par les modernes dont nous héritons. Donc la question de la reprise, moi je l'aime bien parce que c'est une manière de dire tout se fait dans l'héritage, dans la distinction, dans la différenciation sur les héritages, dans les manières de reprendre. C'est aussi le sens étymologique de la tradition. C'est recevoir. Le mot tradition dans son origine romaine, traditio, c'était le geste légal par lequel on faisait une transaction en la symbolisant par un geste de la main. Comme on pourrait dire maintenant top là ou donne-moi la main. Ça voulait dire je passe l'objet par une symbolique qui est le passage de la main. Je pense que c'est comme ça que je vois la pratique philosophique. Alors justement, ça me permet aussi de bifurquer vers ma deuxième question, qui est une question qui, à mon avis, peut-être intéresse particulièrement l'architecture, parce que l'architecture, on a souvent tendance à l'associer à un geste qui est celui de l'invention, ou j'allais dire de la création, mais n'allons pas jusque-là. Déjà l'invention, alors c'est un mot aussi que j'ai retrouvé, je dirais, de façon étrange pour moi dans le titre de votre exposé, sur lequel vous n'êtes pas revenu dans le cours de l'exposé, mais qui doit avoir une signification qu'il va falloir éclaircir, puisque c'est le titre donc, que vous avez choisi. Et puis, je lis la première phrase de L'Appât des possibles. Notre expérience de la nature est placée sous le sceau d'une tension croissante entre, d'une part, l'héritage dont vous venez de parler, mais de l'invention moderne de la nature qui imbibe chacune de nos pensées, et d'autre part, les transformations écologiques contemporaines. Alors, qu'est-ce que c'est cette invention, si elle peut convenir pour parler du geste des modernes, et en même temps de cet univers pluraliste dont vous nous avez donné un aperçu à travers les travaux des pragmatistes. Et la question, c'est aussi de savoir, pas simplement qu'est-ce que c'est qu'inventer un univers pluraliste, mais qu'est-ce que c'est qu'inventer dans un univers pluraliste, qu'est-ce que ça veut dire. Bonne partie de l'Assemblée est architecte et invente des édifices, je ne dirais pas toute la journée, enfin ça serait assez optimiste, mais de temps en temps, quand ils en ont l'occasion. Et alors cette invention, de quoi s'agit-il? On a eu, je pense, un échange avant le déjeuner qui parlait de ça, justement, d'une façon de peut-être penser l'invention comme une intervention. Donc voilà, je voudrais vous entendre, parce qu'à partir du moment où tout est processus, où on est dans un flux permanent et où tout est interrelation, quand commence l'invention? Quand est-ce qu'elle s'achève?
Alors, c'est une question énorme, parce qu'il y a derrière, il y a qu'est-ce que les modernes font quand ils inventent, moi je dirais même la nature, c'est-à-dire la nature telle que nous la recevons. On pourrait même dire que les modernes, c'était une phrase, une proposition qu'on avait faite avec Isabelle Stengers et d'autres dans le cadre d'un projet initié par Bruno Latour. On en est arrivé à la proposition que les modernes inventent un concept de nature pour habiter la Terre. Qu'ils se créent un espace de stabilisation des expériences, de la multiplicité des ramifications de la Terre pour pouvoir l'habiter. Ce qui était tout à fait digne. Le problème, c'est le transfert direct qu'ils ont fait vers tous les collectifs qu'ils rencontraient, en leur disant, en fait, votre manière d'habiter la Terre, c'est un petit peu, on va vous donner la forme intense de cet élément-là, ou la forme fondatrice. Donc c'est comment ils ont déplacé ce qu'ils avaient inventé, et je reviens sur ce terme, parce que c'est pas une nature qu'ils découvrent, c'est comment, par les processus d'expérimentation, ils vont dégager des qualités, et donc il faut les créer, il faut créer les opérations, il faut créer les abstractions qui vont y être liées, et ils vont inventer un concept de nature, et ce qui pourrait être critiqué, c'est la manière par laquelle ils l'ont fait circuler presque instantanément à toutes les dimensions de la nature et à toutes les dimensions de l'expérience, jusqu'à la naturalisation du cerveau, la naturalisation des émotions, etc. C'est des opérations qu'on retrouve qui ont tendance à se répéter. Mais ce qu'ils inventent, c'est des gestes et des opérations. Et les abstractions, j'ai entendu le débat tout à l'heure, le mot abstraction, évidemment, a toujours une connotation très négative, très péjorative. C'est soit quelque chose qui coupe, soit quelque chose qui généralise, tout en coupant. On coupe quelque chose et on le généralise, c'est ça, abstraire. Je pense que l'abstraction est quelque chose de beaucoup plus opératoire et qui circule à tous les niveaux de notre expérience. Nous ne vivons pas de la même manière après tout un champ d'abstraction qui sont les théories dont nous avons reçu plus ou moins correctement les choses, ou plus ou moins mal les enseignements, avant ou après ces éléments-là. Ce n'est pas simplement que ce sont des représentations, ils sont devenus dans les choses. Je pourrais y revenir plus longuement, mais je crois que ça nous ferait bifurquer vers autre chose. En tout cas, quand je dis invention, je n'entends pas création. François Julien, je crois que c'est dans La propension des choses, si je me souviens bien, disait les modèles, la culture européenne a été construite autour du modèle de la création, qui suppose une transcendance du créateur par rapport à son objet de création, un fiat, un moment constitutif, qui soit dans l'intention ou dans la pensée, qui fasse la création, et une différence entre son créateur et ce qu'il crée. Whitehead a inventé un mot que nous utilisons tous maintenant, qui est le mot créativité, qu'il opposait à la création. La créativité, pour lui, c'est la manière par laquelle une multiplicité de choses vont être articulées, reliées, en une chose, en une entité, qui est une sorte d'être relationnel qui les relie tous, et puis comment cet être relationnel va lui-même se rajouter à ce qui précédait pour devenir le fond de nouvelles créations. Donc c'est un processus continu, une sorte de pulsation, de multiplicité de choses qui vont se condenser dans une, mais qui pourrait être, quand je dis une, c'est plusieurs une, ça peut donner plusieurs condensations simultanément, plusieurs relations simultanément, et ces éléments vont se rajouter en permanence. Ce qui fait que notre expérience, elle est toujours en rajout, jamais en soustraction. C'est de l'addition permanente. On crée une multiplicité, un objet relationnel qui lui-même se rajoute à cette multiplicité, qui formera le fond de nouvelles créations. Donc c'est un processus d'accumulation et d'ajout permanent. Et là, vous me demandez, mais finalement, c'est quoi l'intervention ? Les philosophes avec lesquels je viens, ce sont des philosophes qui ont un grand respect pour l'artificialisme et pour la construction, c'est-à-dire inventer des abstractions, construire des choses, inventer des éléments qui vont permettre des articulations. C'est certainement pas s'insérer dans la multiplicité telle qu'elle est.
Les modernes ont inventé des abstractions, et c'est ça leur force, et de toute façon, nous ne pouvons pas penser sans abstraction. Il ne faut pas renoncer aux abstractions, il faut en créer de nouvelles. On ne sortira pas de l'héritage moderniste en disant « nous rejetons les abstractions », ça n'a aucun sens, ça voudrait dire « nous renonçons à penser ». C'est modifier les abstractions. Merci. Je vous pose peut-être une dernière question aussi qui m'a... Enfin, il me brûlait un petit peu les lèvres là, quand je vous entendais en fait développer cette relation entre le pragmatisme et puis les sciences du vivant, l'évolutionnisme, etc. Et avec la formule de Dewey, finalement l'expérience et la relation, l'interaction entre un vivant et son milieu. Donc on sent vraiment le vitalisme et la pensée, je dirais, du vivant qui est derrière. Et l'architecture, j'y reviens encore, comment elle se place aussi par rapport à ça, parce que l'architecture elle apparaît comme une chose finalement qui est inerte, qui est une chose qui reste, enfin qui perdure, qui n'est pas pris dans ces mêmes mouvements et ces mêmes flux. Mais par ailleurs, dans l'appât des possibles, vous revenez sur l'événement et vous revenez aussi sur je veux dire, des déclinaisons de l'événement qui sont assez contre-intuitives au premier abord. C'est pas simplement l'homme écrasé, c'est aussi la Grande Pyramide comme événement. Moi, je me souviens quand j'avais parcouru ces pages de Deleuze aussi, qui se référait à Whitehead aussi, à cette notion de l'événement. C'est assez complexe à comprendre, en fait. Mais finalement, est-ce que c'est aussi une manière de rapatrier l'inorganique, l'inerte du côté de ce devenir? Et ce bâtiment dans lequel nous sommes est lui aussi soumis ou pris dans ce devenir, cette logique des transformations profondes qui anime le monde. Donc je me demande jusqu'à quel point l'architecture peut se reconnaître et un édifice peut se reconnaître dans cette logique qui, chez le vivant, est très très claire, c'est-à-dire une logique des préhensions, une logique du devenir, en fait. Voilà. L'architecture, est-ce qu'elle ne s'inscrit pas quand même dans une forme, à un moment d'arrêt, de limitation, en contrepoint de ce mouvement permanent? Oui, alors, tout d'abord, je ne dirais pas que Dewey, c'est du vitalisme, parce que, justement, c'est pas... Le pôle d'inventivité et le pôle d'expérience, c'est pas le vivant. Ce n'est pas non plus le milieu, c'est l'interaction. Il se passe quelque chose dans cet espace de cette rencontre. Et le milieu, là, c'est un terme qui est un peu massif. C'est aussi la multiplicité des manières d'être avec lesquelles on est en relation. C'est là que ça se passe. Donc ce n'est pas le vivant qui est porteur de l'expérience, ce n'est pas non plus le milieu qui est porteur de l'expérience, c'est cet entre-deux, ce moment de connexion. Donc je ne dirais pas que Dewey est vitaliste de ce point de vue-là. Ensuite, c'est intéressant parce qu'on a évidemment que chaque fois, quand on pose ces questions, on veut rentrer dans une sorte de démarcation entre certains types d'objets. Ce serait quoi les objets vivants? Ce serait quoi les objets inertes? Est-ce que les coraux, c'est des objets vivants? Est-ce que c'est des objets inertes? Est-ce que la méduse est encore, ou telle réalité se laissant flotter, est-ce que c'est encore un objet vivant ou est-ce que ça passe au niveau de l'inerte? Est-ce qu'un squelette, c'est de l'inerte ou du vivant? Donc on voudrait fixer sur la différence et essayer de la cerner, sans voir évidemment que cette différence, elle est porteuse de toutes les qualités qu'on va mettre à l'autre. Et ça, c'est un geste naturel. Je pense qu'il y a une phrase, Whitehead fait porter la différence, non pas sur les choses, c'est-à-dire la différence entre l'inerte et le vivant n'est pas dans la constitution de ce que nous mettons dans l'inerte, ni dans la constitution de ce que nous mettons dans le vivant, c'est dans leur réponse à des sollicitations qui leur viennent de leur milieu. Ça change tout. C'est-à-dire que vous n'allez pas d'abord vous demander si une entité est vivante ou matérielle, vous regardez cette entité en relation à un milieu, et le type de réponse qu'elle a à ce milieu marquera une intensification
Ce n'est pas une rupture, c'est une intensification vers ce que nous lierions vers un régime vivant ou vers un régime physique. Mais ça ne veut pas dire que la différence est initiale. Et Whitehead a beaucoup d'humour et il dit la différence entre les entités physiques et les entités vitales dans leur relation au milieu, c'est que les entités physiques, elles sont simplement grossières. C'est des êtres grossiers. C'est-à-dire que quand on leur pose des questions, ils ont tendance à ne pas y prêter trop d'attention. Mais ça ne veut pas dire que la rupture est produite une fois pour toutes. Combien de fois on ne pose pas des questions à des vivants qui répondent comme des matières inertes? Combien de fois la matière inerte ne nous paraît pas beaucoup plus intelligente que certains interlocuteurs? C'est la situation qui va... le vivant, pour Whitehead, ce sera l'inquiétude. Au plus l'inquiétude est intensifiée, au plus vous avez affaire à quelque chose de vivant. L'inquiétude, c'est-à-dire la sensation, la tension sur les changements de détail. La chose un petit peu insignifiante qui prend toute sa portée. Ça, c'est les choses qui intéressent le vivant parce que c'est des choses de tension. Là où, dit Whitehead, vous mettez une pierre dans l'eau, il y a peut-être il y a certainement des interactions qui opèrent. Simplement, à notre échelle, elles sont insignifiantes. Mais il y en a certainement à un niveau microscopique. Simplement, à l'échelle dans laquelle elle est posée à ce moment-là, on peut dire qu'elle fait preuve d'une certaine grossièreté. Mais si vous retirez un poisson d'un élément aquatique, évidemment que toutes les changements plus ou moins massifs auront une réalité sérieuse. Donc, c'est vraiment sur l'intensité. C'est pas une différence. Il ne faudrait pas prendre des cailloux ou des animaux. C'est des vieilles questions classiques de la philosophie. Est-ce qu'un nuage, il n'y a pas déjà est-ce que c'est une seule entité ou c'est une multiplicité d'entités? Et est-ce que ce sont des entités vivantes ou est-ce que c'est des entités physiques? Leibniz posait le problème et disait que le nuage était vivant dans chacune de ses parties, mais que dans l'ensemble, il formait ce qu'il appelait un phénomène de foule. C'est ce qu'on retrouvera aussi chez Bruyère par la suite, qui a écrit des choses très similaires dans le néo-finalisme, c'est-à-dire il y a des effets de foule. Et la question, c'est que nous les voyons à une certaine échelle macroscopique et qu'à cette échelle, nous y voyons des effets de grossièreté. Donc, ce qui me paraît très important, c'est le fait que ce n'est pas tant dans l'élément central, et c'est là où on retrouve la maxime pragmatiste. Ce n'est pas en analysant la nature d'une chose que vous pourrez le savoir, c'est dans ses effets et les réponses à un milieu. Alors là, je vous laisse analyser tous les bâtiments et voir lesquels sont grossiers, lesquels sont inquiets. C'est une question d'échelle aussi, beaucoup, comme vous le dites. Exactement. L'appréciation, en fait, des transformations et des changements. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très commun, en fait, aux architectes qui, à un moment, règlent aussi leur focale sur ce qu'ils regardent et qui, selon qu'ils regardent le détail, ou au contraire l'ensemble d'une métropole, sont confrontés aussi à des réalités très très différentes où des choses semblent plus ou moins inertes et d'autres au contraire mouvantes selon ces échelles d'observation. Alors, je vais peut-être passer la parole à Céline ou à Antoine pour tendre le micro au public s'il y a des questions. Bonjour, je remercie Didier Debesse pour sa très très stimulante communication qui effectivement rejoint des préoccupations qu'ont beaucoup d'architectes dans le domaine d'invention de nouveaux rapports à la nature. J'aurais une question qui aura un versant philosophique et puis un versant plus spécifiquement architectural, notamment sur ce que vous avez appelé le pan-expérientialisme, c'est comme ça qu'on forme le mot? Oui. Il est assez moche pour qu'on n'ait pas peur de mal le prononcer. C'est ça, voilà. Je vous remercie de cette tolérance. Je voulais savoir comment est-ce que, en particulier chez Whitehead, vous considériez qu'était surmontée la difficulté parfois pointée concernant le pragmatisme
et qui est une difficulté il me semble réelle. Si effectivement l'expérience s'éclate en un ensemble de foyers d'expérience préalables même à la constitution des pôles sujet-objet, etc., et que le monde lui-même se définit de la somme de ces expériences, et qui donc le résultat est non pas préalable à cette sommation elle-même, comment le pragmatisme moderne évite ou fait l'économie de l'hypothèse de l'harmonie préétablie chez Leibniz, par exemple. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas de monde constitué avant ces foyers d'expérience, quel est le plan d'immanence commun? De quoi ces foyers d'expérience sont-ils l'expérience? Première question. Deuxième question, qui est cette fois plus spécifique à l'architecture. Effectivement, il y a un grand nombre d'architectes qui s'engagent sur la voie d'inventer des rapports à la nature qui, disons, dépassent ce que vous avez appelé l'invention moderne de la nature, c'est-à-dire qui ne tiennent plus la nature ou certains phénomènes naturels comme de simples objets de science ou de connaissance. Néanmoins, on est relativement encore un peu démunis, me semble-t-il, quant à inventer des rapports conceptualisés avec une nature qui ne soit ni objet, ni nécessairement en termes d'une métaphore telle que celle qui serait en dialogue avec, on parle souvent d'un dialogue avec le paysage, d'un écho, d'une écoute, etc., termes qui sont relativement insatisfaisants. Donc j'aimerais savoir comment, dans le pragmatisme, cette thèse qui est quand même pas tout à fait si aisément admissible du fait que l'être humain n'a aucun privilège comme un foyer d'expérience sur les autres, quel sens ça prend et éventuellement qu'est-ce que vous en pensez, puisque tout de même, quand les architectes inventent un édifice, effectivement, ils ont, je dirais, une petite préférence ou une petite pensée un peu plus appuyée du côté, disons, architecte que du côté, du côté être humain que du côté souris, insecte ou molécule d'air. Voilà, donc. Oui, c'est deux très belles questions, très difficiles. La première, elle est d'autant plus difficile qu'elle pose la question que moi je peux suivre au niveau de, finalement, alors, quel est le geste philosophique et que je peux suivre de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est quoi ce geste qui consiste à démultiplier la question des modes d'expérience et l'opération qui le fait, le geste qui le fait. Je ne pourrais pas le dire pour l'architecture, mais en même temps, je crois que les liens sont sans doute assez directs. Alors, moi j'ai proposé dans l'appât des possibles une définition de la pensée spéculative qui est intensifier au maximum le sens d'une expérience. Ça, c'était la définition du point de vue philosophique, c'est-à-dire l'expérience étant donnée, quelque chose étant donné, comment en intensifier au maximum son importance. C'est une idée qui vient de Whitehead, c'est une des reprises, qui est... nous sentons bien que la différence entre l'important et l'anecdotique est une question qui nous obsède en permanence. Et pourtant, nous ne l'interrogeons jamais, ce qui donne le sens de l'importance. Et intensifier l'importance, ça veut dire qu'il y a quand même déjà quelque chose. C'est-à-dire que la philosophie n'a pas à jouer un rôle de fondation ontologique dont dériverait le reste. Ça veut dire qu'il y a déjà du monde. C'est qu'il y a déjà des multiplicités, il y a déjà plein de choses en train de se faire. Ce que vous reprenez d'artistes qui sont occupés à remélanger les qualités de la nature et à poser la question des esthétiques, de l'axiologie, de la politique au sein même des entités de la nature, ils le font. Donc, il ne s'agit pas de savoir si la philosophie va les autoriser à le faire ou pas. Ce serait complètement grotesque, même s'il y a sans doute des philosophes qui pourraient le penser. La pensée spéculative telle qu'elle m'intéresse, moi, c'est d'abord un empirisme. C'est d'abord partir du fait que le monde est déjà là et qu'on ne va pas réfléchir on ne va pas essayer d'en définir les conditions de son existence. Il est là, nous sommes là, je parle. Il n'y a pas à essayer de chercher les conditions de possibilité en imaginant un univers préalable à cela. Notre donnée, dira Whitehead, c'est le monde et nous dans le monde.
Ça, c'est notre donnée initiale. C'est-à-dire des choses qui vont dans tous les sens, des abstractions qui vont dans tous les sens. Les théories de la gravitation, théories politiques, les architectures, l'esthétique. C'est cet immense flot de choses, plus ou moins entremêlées. Et le geste philosophique, pour moi, c'est un geste d'articulation entre ces différents événements et qui interroge, à un moment déterminé, le sens d'une importance, le sens de l'importance. Whitehead dira c'est une exigence morale. Ce qui est immoral, c'est de diminuer l'importance des choses. On pourrait rétrospectivement dire que c'est une attaque à la théorie critique, comme immorale. C'est-à-dire, ce que vous, en tant qu'agent, faites, vous croyez que c'est important, mais en fait, il y a une logique sous-jacente, il y a des éléments qui vous conditionnent à le faire. C'est-à-dire, amoindrir le sens d'importance de l'action. Et la philosophie spéculative vise à l'intensifier dans différents domaines. Et pour le faire, ce n'est pas de la répétition ou de la généralisation de ce qui se passe à un moment déterminé, c'est créer des nouvelles abstractions. C'est-à-dire créer des êtres, on pourrait presque dire de fiction, des artefacts, des constructions. Moi, j'ai créé à l'époque avec Isabelle Stengers le groupe d'études constructivistes. Donc la question de construire, d'inventer, de placer quelque chose qui ne doit pas être ressemblant avec ce qu'il articule, au contraire. Souvent, la dissemblance crée de meilleures articulations que la ressemblance. Et donc, je prends ce panpsychisme, cette idée de tout est centre d'expérience, non pas comme de la description, mais comme de la construction d'une nouvelle abstraction qui s'oppose à la matière inerte, l'abstraction de la matière inerte des modernes, comme un outil qui nous permet de donner toute son importance à l'expérience telle que nous la faisons. Je dirais que la pensée moderne s'est très fortement articulée autour d'une abstraction opératoire, qui est la notion de matière inerte, qui était censée tout expliquer d'une certaine manière, qu'on devait retrouver partout, et dont les perceptions, les expressions esthétiques, etc., n'étaient que des effets secondaires. Je pense que c'est cette abstraction, la matière inerte n'a jamais existé, c'est une construction qui permet d'articuler différentes choses. C'est cette abstraction qui est devenue aujourd'hui, Whitehead dirait, une furie, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne domine plus, qui nous possède et qui va son chemin, et qu'on essaie un tout petit peu de cadrer pour qu'elle ne soit pas un processus de disqualification de tout ce dont nous faisons l'expérience. Donc la question de ce panexpérientialisme, la question d'autres choses, de centres d'expérience chez Whitehead ou des sujets chez Whitehead, pour moi ce sont des constructions d'artefacts qui n'expliquent pas les choses, mais viennent les articuler, les intensifier. Donc je ne chercherai jamais à vous dire l'entité actuelle, elle est là, ou les centres d'expérience, ils sont partout. Je dirais, dans la situation dans laquelle vous êtes engagé, qu'est-ce que ça change de poser à partir d'une constellation de nouvelles abstractions ce qui est occupé à se produire, ou d'en parler sur le thème d'un matériau neutre, perçu de différentes manières par des sujets humains. Voilà. D'accord. Juste une question rapide. Vous avez parlé de la réception plutôt plus favorable, disons, du pragmatisme en Amérique, aux États-Unis, notamment par Whitehead, etc. Et en même temps, vous avez parlé aussi que les choses ne peuvent pas se distinguer que par leur interaction avec le milieu. Donc ma question, peut-être un peu double, mais la question c'est l'interaction avec le milieu culturel, par exemple. Pourquoi plus favorable aux États-Unis? Et si on s'intéresse aujourd'hui au pragmatisme, est-ce qu'il y a aussi une sorte de dépassement par la mondialisation qu'on s'intéresse maintenant sur le continent, on peut dire, au pragmatisme? C'est une question très très difficile parce que ça pose l'énorme question des quiproquos aussi. C'est-à-dire quand les Européens découvrent le pragmatisme, qu'est-ce qu'ils croient découvrir ?
Il y a eu un texte qui, en tout cas, le titre était très beau. Vous aurez compris ce que je pense du reste. Le titre était très beau, c'était « La nostalgie d'une autre Amérique », pour parler des Européens, c'est-à-dire de Deleuze, de Jean Valls, etc. Le titre de l'article, c'était de dire « Ils sont nostalgiques d'une Amérique qui n'a jamais existé ». L'Amérique, c'est pas ce qu'ils croient voir dans le pragmatisme. Donc, il y a des questions, évidemment, de transfert. Et ces questions de transfert, elles impliquent justement tout un milieu qui va conditionner, qui va articuler ces transferts, parfois en modifiant tout à fait le sens. Il y a aussi j'y reviens dans le livre Dans la passe des possibles, c'est Whitehead qui définit c'est quoi une théorie, ou c'est quoi une proposition. Quand quelqu'un dit je viens avec une proposition, il y a des philosophes qui viennent avec des arguments. Moi, ça m'a toujours surpris, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils trouvent dans leurs arguments. Ils disent moi j'ai des arguments imparables. Bon, c'est bien que s'ils avaient des arguments imparables, ça aurait eu tous leurs effets, parce qu'on serait tout à fait pris dans l'argumentation. Whitehead, il dit ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est les propositions. Quand un homme politique dit j'ai une proposition, quand un architecte dit j'ai une proposition, quand un philosophe dit j'ai une proposition philosophique. Whitehead dit une proposition, c'est un appât pour des sentirs. C'est quelque chose qu'on met et qui appâte. Mais pour que ça appâte, il faut qu'il y ait un milieu intéressé pour être appâté. Il n'y a rien de pire qu'une proposition qui tombe dans le milieu où elle était totalement inadéquate. La même proposition dite à un endroit va avoir des relais très rapides parce que le milieu est un milieu intéressé, en attente d'être appâté en quelque sorte, inquiet pour ce qui pourrait se passer. Et dans d'autres milieux, la robustesse d'un milieu, les autres trajectoires font que ça ne se produira pas de la même manière. Donc je pense que il faudrait penser le pragmatisme ici, maintenant, dans notre tradition, c'est créer un appât, c'est-à-dire voir ce que cette proposition-là pourra susciter dans un milieu qui est en totale hétérogénéité avec le milieu de l'Amérique. Il faut savoir aussi que le pragmatisme a eu son heure de gloire et puis a été complètement réduit par aussi les immigrants autrichiens, si je peux me permettre. Les Autrichiens qui allaient aux États-Unis, qui importaient le cercle de Vienne et qui faisaient croire aux Américains que c'était ça la pensée américaine, c'est-à-dire la pensée des Autrichiens. Mais pendant un temps, la vraie philosophie américaine, c'est le pragmatisme, jusqu'aux années 40, 50. Voilà. Oui, on doit s'arrêter. Désolée, merci beaucoup.